Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Thales? C'est l'action à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, tour d'horizon assez rapide ici d'une entreprise qu'on aime bien. Donc, Thales, je vais l'ajouter ici dans la watchlist. Parfait. J'aime bien cette compagnie. Alors, revenu, croissance. On aime bien ça. Maintenant, vérifier croissance provient d'où? Organique, par acquisition, point d'interrogation. Ensuite, on va regarder ici la marge brute. C'est bien d'avoir un revenu croissant ici, mais est-ce que la marge brute est au moins stable? On va se dire oui. D'accord? Légère augmentation ici, mais elle est déjà stable. C'est déjà une première, c'est déjà un bon point. Ensuite, on va regarder, ne vous trompez pas ici, voilà, il faut souvent constater sur les 10 dernières années, quand on prend les 20 dernières années, enfin, sur toute la période, Thales de 1995, c'est pas le même Thales en date d'aujourd'hui, d'accord? Donc, on le prend ici sur les 20 dernières années, on essaie de regarder l'évolution sur un moins stabilité en prenant en considération également ici les périodes difficiles comme en 2010, donc ça c'était un effet, une période exceptionnelle ici, enfin, dans le mauvais sens du terme, ok? Ensuite, on va regarder ici la marge EBITDA. Est-ce que la marge EBITDA et la marge brute vont dans le même sens? Vous connaissez la chanson. Si on a des marges brutes stables, on veut des marges EBITDA stables. Si on a des marges EBITDA qui sont de moins en moins élevées, ça veut dire ici que les dépenses opérationnelles sont de plus en plus élevées. Ok? Le plus important, c'est de connaître les deux, la différence entre les deux. Donc, entre la marge brute et la marge EBITDA, qu'est-ce qui se passe? D'accord? De toute façon, on en a déjà parlé, je pense, sur une des vidéos ici. Allez-y, regardez la playlist ici sur les ratios quantitatifs, quelque chose comme ça. Bref. Alors, croissance des revenus, enfin, excusez-moi, croissance de l'EBITDA ici, en termes de marge, on aime bien ça. Ça veut dire ici que l'entreprise est de plus en plus efficiente. Donc, tout revenu supplémentaire à marge brute égale ici entraîne ici des bénéfices avant impôts, intérêts et amortissements de plus en plus élevés. Oui, parce que EBITDA, c'est ça. B-A-I-I-A. Je pense bien que c'est ça, la définition en français. Donc, on aime bien, certains disent EBITDA. EBITDA, c'est plus facile. OK? Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder? On a regardé la marge EBITDA, on va aller comparer les bénéfices nets et les free cash flow. N'oubliez pas qu'on paye ici une entreprise par rapport au free cash flow. Les bénéfices nets ici, c'est le niveau 1 des free cash flow. On peut avoir des bénéfices nets sans free cash flow. En vendant à crédit, qu'est-ce qui se passe? J'ai des bénéfices nets, certes, mais est-ce que j'ai du cash qui rentre? Non, j'ai une promesse de paiement. OK? Donc, ça veut dire ici que c'est pas du vrai cash. Donc, si on a des obligations ici du point de vue dépenses en capital, qu'est-ce qu'on va faire? Si on n'a pas déprécié assez de cash, ça va être compliqué pour nous. Donc, maintenant, quand on compare les bénéfices nets et les free cash flow, n'oubliez pas, compagnie européenne, hein? Vous connaissez la chanson, n'est-ce pas? Dites-moi en commentaire pourquoi est-ce que je le mentionne. Parce que j'ai déjà dit plusieurs fois ici. OK? Faites attention, enfin, je le dis de façon, c'est pas une devinette, donc faites attention au loyer. Toujours. Mais on constate ici que free cash et les bénéfices nets vont dans le même sens. Donc, c'est-à-dire que je peux prendre ici les marges de bénéfices nets. Ça nous donne quoi en date d'aujourd'hui? Marge, bénéfices nets. Le plus important pour moi, c'est qu'on remarque au moins qu'on ait au moins une stabilité. OK? Je pense qu'elle a déjà publié ses résultats annuels, si je ne me trompe pas. Parfait. Donc, sur les 20 dernières années, nous avons 4,5%. 10 dernières années, nous avons 5,83%. OK, donc actuellement, par rapport aux bénéfices nets qu'on a eu en 2024, on a des marges de bénéfices nets moins élevées en date d'aujourd'hui, ce qui est, voilà, en dessous de la normale, donc il faut aller vérifier pourquoi, d'accord? Donc ça peut être un élément exceptionnel, mais toujours aller vérifier. Dans tous les cas de figure, j'aime déjà à peu près la stabilité, 5,83, 5,55, on peut voir qu'ici une entreprise qui arrive à se maintenir un tout petit peu, OK? N'oubliez pas également de prendre en considération la période actuelle, même si pour ce genre d'entité-ci, la période est quand même assez favorable. OK? Donc, ensuite, on va aller regarder ici, on va checker ici la dette nette sur EBITDA. On a un ratio de dette nette sur EBITDA aux alentours de 1,7. C'est bien de regarder les ratios, mais toujours aller vérifier pourquoi est-ce que la dette nette sur EBITDA augmente comme ici. On veut un ratio inférieur à 5. Et ici, qu'est-ce qu'on a? En termes de dette nette, point de vue volume, on a 4,35 milliards. Donc, la dette nette a augmenté. L'EBITDA ici, on devine déjà que l'EBITDA ici en termes de volume a également augmenté. Donc, c'est par rapport à la dette ici qu'on a ce chiffre. Alors, est-ce que c'est une dette assez élevée? Mais non, c'est parfait. Je pense qu'elle a les moyens de repayer cette dette-là. C'est une entreprise qui peut à peu près rapporter du 900-950 millions par an ici, peut-être même 1 milliard par là. En termes d'estimation des analystes ici, est-ce qu'ils sont de plus en plus optimistes sur ce genre de business-ci? Qu'est-ce qu'on regarde? Voilà. OK. Donc, du point de vue EBITDA, ici, c'est plutôt stable par rapport aux dernières années, 2024, 2025, 2026, 2027. Donc, on s'attend à des EBITDA de plus en plus croissants. Attention, on regarde également les bénéfices nets par action.
de plus en plus croissant. Donc, on est de plus en plus optimiste ici. Tant mieux. Avant tout, on recherche la stabilité. Si on a plus que ça, tant mieux. Alors, ce business-ci se paye à combien de fois les bénéfices généralement? Je parle des trucs. C'est un business qu'on va avoir tendance à payer aux alentours de 17 fois les bénéfices, si je ne me trompe pas. On va quand même aller vérifier. Price, voilà. Last 12 months. On prend à peu près... Voilà, je prends les 12 derniers mois ici, les 12 prochains mois, histoire à peu près d'ajuster cela ici par rapport à l'attente ici à la croissance future. Sur les 10 dernières années, le marché paie aux alentours de 16 fois les bénéfices, 17 fois les bénéfices, c'est assez correct ici. Donc voilà, donc c'est plutôt correct. Donc on peut entre 15 et 17 fois les bénéfices par là, ça ne dérange pas. OK? Dans tous les cas de figure, on va réfléchir ici du point de vue en termes de rendement. Alors, Thales, qu'est-ce que ça nous donne? Évaluation, voilà. Donc, on me demande de payer en date d'aujourd'hui 146 euros, un business qui pourrait me rapporter d'ici 2026 10,70 euros. Je vérifie également, est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici? Alors, il y a à peu près 6 mois, on s'attendait à 10,46 euros. Là, on est à 10,70 euros. Donc, on est de plus en plus optimiste pour 2026. OK? On check également ici, est-ce qu'ils ont tendance à faire de bonnes prévisions sur une période de 2 ans, en prenant en considération que le Covid est passé par là. Sur les 10 dernières années, ils se sont trompés avec une marge d'erreur ici de 20%. Ils se sont trompés 2 fois. Donc, c'est un business assez prévisible. On aime bien ça. OK? Donc, ça veut dire qu'on peut prendre en considération cette estimation-ci. Mais comme je l'ai tantôt mentionné, toujours aller vérifier en lisant les rapports financiers pourquoi est-ce qu'ils sont optimistes. D'accord? Donc, 10,70 €, donc 10,7, j'aime bien réfléchir en termes de rendement. Donc, si c'était un immeuble ici à logement, voilà, un immeuble ici à logement, ça veut dire ici qu'on a des loyers de 10,70 attendus et on me demande de payer 146 € aujourd'hui pour ces loyers-là. Mon rendement sur coût est de combien? 7,32%. Admettons que j'ai payé en cash, pas de dette, et qu'il n'y a pas ici de dette ou quoi que ce soit, pas de maintenance, pas d'impôt. Je reçois ici le 7,3%. Maintenant, posez-vous la question de savoir, est-ce que 7,3%, c'est un rendement intéressant pour moi, pour une entreprise qui a un certain avantage concurrentiel sur le point de vue technologique, qui est un price maker, qui peut fixer son prix, OK, et qui est également situé sur des secteurs d'activité avec une assez bonne croissance pour le moment, bien sûr. Est-ce que je suis prêt à payer 7,32%? Moi, je pense qu'au prix actuel, on ne surpaye pas pour du Thales. C'est intéressant. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait avec le cash? C'est ça qui est intéressant également. Comment est-ce qu'elle redistribue ce cash-là? On a 2% ici pour le point de vue dividende. On a les moyens de repayer ce dividende-là. Donc, on a les moyens de payer ce dividende, même de l'augmenter, parce que si on voulait, on pouvait reverser du 5,53% en date d'aujourd'hui. Alors, maintenant, est-ce qu'elle rachète ses actions? Oui, on va le dire. Et c'est assez correct. Donc, moi, j'aime bien ce que je vois présentement ici pour moi. Thales, même au prix actuel, ça reste assez intéressant à aller regarder en profondeur. Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En lien dans la description de la vidéo, vous avez la top newsletter où je partage généralement des analyses sectorielles. On se dit à bientôt. Merci.